Bienvenue sur Digital Congo Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission Entretien. D'habitude, nous parlons politique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons aborder la question autour du développement communautaire, mais également des infrastructures à travers quelques provinces du pays, notamment le Sud et le Nord Kivu ou le Grand Kivu dans son ensemble. Et pour ce faire, nous recevons l'honorable Olive Mudekeriza. Il est député national élu du territoire des Walungu dans la province du Sud Kivu. Bienvenue sur Digital Congo. Merci beaucoup. C'est votre maison, c'est pas une première fois, mais dans le cadre de cette émission, c'est la première fois. Merci beaucoup. Alors, vous êtes également président de la fondation qui porte votre nom, Olive Mudekeriza. Il y a, avec une forte assise dans le Sud Kivu, il y a quelques jours, en tout cas, il y a eu un crash de l'avion de la compagnie Kinavia après son décollage de l'aéroport des Kavumu. Il y a eu des morts. Et est-ce que vous avez, d'entrée des jeux, un message de compassion à l'endroit non seulement de la population du Sud Kivu, qui fait partie de votre électorat, mais également des familles des victimes? Merci beaucoup. Tu as parlé de développement. Tu sais, on ne peut pas parler de développement sans infrastructure de base. Et d'ailleurs, vous parlez de crash. En passant, nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées et toute la communauté. Le Sud Kivu, comme la RDC en général. Vous savez, les crashs, c'est partout au monde où ça panique quand on parle de crash. Et ce sont des morts de plus. Nous venons de connaître plusieurs morts au Nord Kivu avec le problème du volcan. Et maintenant, c'est le crash après quelques jours. Et ce crash, je ne dis pas qu'on peut arrêter l'accident ou on peut prévenir l'accident, mais nous pouvons commencer à réfléchir sur cette question. Parce que le vol allait partir à Chabunda, à 30 minutes de la ville de Bukavu, à 300 km de route. Le territoire de Chabunda, c'est le territoire, la zone plus minéralisée, minière du Sud Kivu. C'est la richesse du territoire de Chabunda qui a construit la ville de Bukavu. Mais vous ne pouvez pas y arriver par route. Les pauvres citoyens de Chabunda arrivent à Bukavu en payant plus de $300 par avion, Chabunda, Bukavu. C'est vrai que nous allons revenir sur l'état des infrastructures dans votre province, le Sud Kivu, que vous aimez tant. Mais est-ce que, parce qu'il y a certains experts qui parlent du mauvais état de la piste de l'aéroport des Kavumu, est-ce que vous êtes d'avis? Justement, d'ailleurs, je fais partie de ces gens qui le disent, parce qu'il y a 10 ans, on a commencé un projet de l'aéroport de Kavumu. À l'époque, c'était le directeur général de la RVA, M. Axis français. Et on a dit, cette fois-là, ça décolle. La ville de Bukavu est la seule ville de chef-lieu de la province du Sud Kivu qui n'a pas d'aéroport national ou international. Quand vous voyez les autres, au Nord Kivu, au Maniema, à Kisangani, on n'en parle pas, le Lubumbashi, Kasai, Kinshasa. Oui. C'est la ville de Bukavu, la province du Sud Kivu. Il y a plusieurs années. Tous les jours, on en parle de cette question de cet aéroport. Et vous avez vu l'importance de cet aéroport. Si une fois l'aéroport était modernisé, ça pouvait être le secours du Nord Kivu à Goma aujourd'hui. Oui, mais d'ailleurs, la question est aussi importante parce que il y a peu après l'éruption du volcan des Nyiragongo, en principe, les vols devraient être délocalisés des Goma à Bukavu à partir de l'aéroport de Kavumu, mais c'était aussi compliqué parce que l'aéroport n'a pas une forte capacité pour faire voler des gros avions. Justement, je peux vous dire, les gens ont souffert. J'ai des amis qui ont fait Goma, Bukavu, la route c'est Kigali, jusque même en Éthiopie. Ils ont pris Éthiopian. Ils ont fait un tour pour venir ici. 3 pays, imaginez-vous. L'espace de 2 heures de vol, Bukavu, Kinshasa, c'est 2 heures de vol. Goma, Kinshasa, à peu près aussi 2 heures de vol. Mais ils ont fait 3 jours. Kigali, Éthiopie, revenir de nouveau à Kinshasa. Combien ils ont payé? Il y a ceux qui ont dépensé plus de $1,500. Au lieu de faire Bukavu, Kinshasa, 2 heures de vol, ailleurs, 2 heures de vol, c'est $200. Au moins $100 par 1000 km. Et c'est ce que nous disons chaque fois. Et nous plaidons ça auprès des ministres, auprès du gouvernement, pour arriver à avoir des vols de $100 pour 1000 km. Vous quittez Bukavu, vous venez à Kinshasa avec $100 aller-retour.
J'en ai des billets d'avion que j'ai payés. Bruxelles, Charleroi, jusqu'à Rigue, en Norvège. 2 heures de vol, $50. Mais au Congo, c'est des mieux et des mieux. Un pays pauvre, par contre. Et tu vois maintenant le cas de Bukavu ou Goma, passer par l'Éthiopie pour venir à Kinshasa. Les gens ont souffert. Si on avait l'aéroport de Kavumu, on n'allait pas souffrir. Qu'est-ce que demande l'aéroport de Kavumu? Il y a 10 ans, 2010, qu'on estimait environ 40 millions, 50 millions, on pouvait allonger les 1000 mètres, parce que nous avons environ 2200 à 2000 mètres. Si nous avons eu ça à 1000 mètres maximum, nous avons les normes, les standards d'un aéroport international qui peut accueillir les gros porteurs, les Airbus. Mais nous avons 2200. Bukavu souffre. Et aujourd'hui, je peux vous dire, la ville de Bukavu, la province du Sud Kivu, est au centre de la région. Pas seulement pour la RDC, mais pour la région des Grands Lacs. L'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda. Tous ces avions qui atterrissent dans ce pays. L'aéroport le plus proche, c'est Kavumu en cas de problème. C'est tout le cas d'aujourd'hui. Les cas d'aujourd'hui de Goma commencent à faire peur à cause du volcan. D'ailleurs, je demanderai au gouvernement de commencer à réfléchir, de construire, rénover ou réhabiliter ou reconstruire l'aéroport de Beni. Beni mérite d'avoir un aéroport pour sauver la situation au Nord Kivu. Vous pensez que déjà avec cette prédominance des éruptions volcaniques dans la ville de Goma, plutôt un jour, il faut penser à délocaliser l'aéroport de Goma. Justement, il faut quand même réfléchir. On devrait avoir un projet à moyen terme, l'aéroport de Beni et l'aéroport de Kavumu. Et Goma lui-même, est-ce qu'il va rester dans la même configuration? Je suis très heureux que les ministres de l'aménagement du territoire ont commencé à réfléchir l'extension ou la délocalisation d'une partie de la ville de Goma. Et je l'ai proposé dans mon rapport parlementaire pour dire il y a moyen d'amener la ville de Goma une partie vers Sake, Bweremana, Minova pour rejoindre le Sud Kivu et une partie vers Rutshuru. Rutshuru aussi, de temps en temps, c'est le même volcan, mais il faut commencer à réfléchir là. Mais il faut quoi? Il faut les routes. Il faut l'aéroport vers Beni aussi. En cas où un passager voulait aller à Goma, il peut faire Beni et il vient jusqu'à Goma par route. Et nous remercions en passant le chef de l'État qui a signé avec son homologue ougandais de construire une route qui quittera l'Ouganda, Beni, Butembo, Rutshuru, Bunagana, Rutshuru, Goma. Alors c'est vrai que nous allons revenir en long et en large sur le dossier autour de la construction de ces grands projets de plus de 250 millions de dollars américains. Quand nous parlons des Goma, il n'y a pas longtemps, il y a eu éruption volcanique et il y a une bonne partie de la population de cette ville qui s'est dirigée vers le Sud Kivu, votre province. Et quelle a été, en termes d'assistance, en tout cas, votre partition à travers votre fondation? Ma fondation a fait comme les autres, la solidarité. Vous savez, moi j'étais président de la FEC au Sud Kivu pendant plus de 15 ans. Et en 2008, j'étais président de la FEC. Il y a eu aussi les événements de guerre au Nord Kivu, où toute une grande partie de la population était évacuée vers Bukavu. Le long de la route, il y a 200 km entre Goma et Bukavu, au bord du lac à Calais. Et une grande partie était venue vers Bukavu. J'étais président à la FEC, j'avais mobilisé mes collègues. On a réuni presque 50 000 $. Et c'est là où a commencé ma fondation. Et ma fondation même avait contribué à l'auteur de 50%. On était venu en aide avec la population du Nord Kivu. Dernièrement, c'est la même chose. Au niveau de ma fondation, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un agriculteur. J'ai dit, toute la production de mes champs à Kalehe, à Uvira, à Walungu, on va les amener et les donner aux sinistrés. On a commencé par les étudiants. Il y a eu au moins une cinquantaine d'étudiants qui sont venus de Goma. Non originaires de Goma, il y a ceux qui sont venus de Bunia, de Kinshasa, du Katanga, de l'Équateur, du Bandundu, qui s'est retrouvé à Goma. Ils fuient, ils ne savent pas où aller. Heureusement, ils sont allés être hébergés chez leurs homologues, les collègues à l'ISP. Pendant presque un mois, je dirais.
ils n'ont pas à manger. On a tout donné ce qu'on a produit. Les riz, je produis les riz dans la plaine de la Ruzizi. Je produis les maïs dans la plaine de la Ruzizi. Je produis des bananes dans la plaine et à Calais et à Walungu, des aubergines, des choux. On a amené à ces étudiants. C'était au moins plus de 7 tonnes, 5 tonnes de maïs, de bananes et 2 tonnes riz, farine de maïs, les oignons, les aubergines. On a donné à ces étudiants. Une autre grande partie, on est allé les donner au centre qui a été créé pour recevoir tous les déplacés à Kavumu. Kavumu, c'est à 30 km de la ville de Bukavu et à 150 km de la ville de Goma. On les a donnés. Vous savez, je remercie en passant mes collègues de la FEC qui ont eu la même vision et qui ont continué à faire ce que je faisais. Ils ont mobilisé tous les opérateurs économiques. Ils ont loué des bateaux pour ramener les déplacés de Bukavu vers Goma. Vous voyez une chaîne de solidarité. Pendant que j'étais président de la FEC, j'avais créé le système d'une chaîne de solidarité. Et vous savez, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les sociaux jouent un rôle important. Et en tant que député, maintenant on doit faire plus et on doit faire encore mieux. C'est pour cette raison que ma fondation continue à accompagner, par exemple, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Et en passant hier, j'étais avec madame la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap. Je dis à madame, à Bukavu, nous sommes en train de nous organiser avec ces catégories de personnes. Il faut les venir en aide. Et j'ai demandé à madame, si vous aurez des tournées à faire, commencez par les sites Kivu, parce que les gens sont organisés. Véritable acte de solidarité. Mais comment vous jugez l'aide du gouvernement au sinistré de Goma? Comment le gouvernement a géré cette crise? En tout cas, je peux féliciter le gouvernement. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays. Moi, je suis plus vieux que toi, j'ai 60 ans. Je n'ai jamais vu le gouvernement se mobiliser comme il s'est mobilisé pour Goma. La première fois, il y avait 8 ministres qui étaient là. La deuxième fois, le premier ministre était parti avec 12 ministres. Et la troisième fois, le chef de l'État est là aujourd'hui. Je crois qu'ils sont en train de faire de bonnes choses. Et il faut continuer. Et il faut un plan. Il y a moyen terme, il y a court terme, moyen terme et long terme. C'est pour cela que je dis, je suis très heureux d'avoir suivi hier que le ministre de l'Aménagement du Territoire est en train de voir comment on peut faire l'extension pour faire la délocalisation d'une partie de la ville de Goma. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus maintenir la ville de Goma telle qu'elle est. La ville de Goma a environ au moins 1 500 000 habitants. Le site qui vaut la ville de Bukavu a 1 million à 1 million 200. La ville de Bukavu est bâtie sur 6 000 hectares. Plus de 2 000 personnes par hectare. Pourtant, les standards, les normes, sous réserve des experts, c'est 300 à 200 personnes par hectare. Mais nous sommes déjà au-delà des 2 000. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup d'incendies, les érosions. Tout ça, c'est les dangers. Le mauvais lotissement. L'urbanisation. Et vous savez que partout au monde, tous les 15 ans, on doit revoir le système d'urbanisation. Même Kinshasa, quand tu vois comment les gens construisent aujourd'hui. Mais Bukavu, on est déjà saturé. Goma, on commence à être saturé. Donc, il faut, là où est passé le volcan, il faut délocaliser les gens pour les amener de l'autre côté. Si il est difficile de dire à la population qui vit à Goma, parce que le volcan date de 1800 et 2900, mais nous, on a vu celle de Nyiragongo en 1977. J'avais déjà 17 ans. On a vu celle de 2002 et 2021. Vous savez, le volcan, il n'y a que seul Dieu qui peut l'arrêter. Tu vois comment il fait, il peut passer ici, il prend l'autre là où il est. Mais nous devons tenir compte que nous devons savoir vivre maintenant avec le volcan. Donc, en déplaçant une partie de la ville, pour moi, c'est raisonnable et c'est bien, il faut le prévoir. Pour que la place où est passé le volcan soit un lieu de tourisme aussi, ça peut aussi rapporter beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il faut prévoir l'aéroport de Beni, l'aéroport de Kavumu. Et on garde encore l'aéroport de Goma. En cas de danger, il y a la possibilité de faire l'évacuation. Donc, j'encourage le gouvernement. Je crois que le gouvernement fait quelque chose. Et en passant, on peut dire, le chef de l'État fait quelque chose d'important avec son homologue ougandais. Je reviens sur ça. La route qui va quitter l'Ouganda, une partie de l'Ouganda, c'est, la grande partie sera en RDC, d'environ 300 km ou de ça quelque chose. C'est bénéfique pour la population de l'Est, du Nord et du Sud Kivu. Mais il faut que le gouvernement congolais continue dans cet élan-là. Si on construit cette route
de Beni, de Kasindi, Beni, Butembo, Rutshuru, Bunagana, Rutshuru, Goma. Le gouvernement congolais doit encore faire beaucoup d'efforts pour continuer avec la route maintenant. Goma jusqu'à Bukavu, c'est 200 km. C'est la route numéro 2. Ça arrive à Bukavu. Le Bukavu, c'est le carrefour de plus de 3 routes. La route RN3 qui quitte Kisangani. La route RN5 qui quitte le Tanganyika, Kalemi, le Katanga, Uvira. La route RN2 qui quitte le Kindu, le Maniema, via le Shabunda, Vike Bukavu. Avec ça, le Congo, je vous dis, mon cher ami, ça sera un paradis économique. Mais il y a certains experts qui estiment que cette route sera beaucoup plus bénéfique aux Ougandais qu'aux Congolais. Moi, je peux dire le contraire. Ça peut être bénéfique au plus ougandais aujourd'hui parce que l'Ouganda se développe à une vitesse très supérieure pour écouler ses produits. Mais oui. Ça sera la même chose que l'entrée dans la zone libre d'échange. Nous entrons dans la zone libre d'échange. Si les Congos ne produisent rien, nous allons devenir les consommateurs des autres. Mais si le contraire, la RDC produit beaucoup, nous allons être comme Museveni a dit. Il a dit, on ne sait rien faire ça, la RDC, au niveau de l'Afrique centrale. Moi, je me souviens, il y a 7 ans, on était en Tanzanie. Je représentais le secteur privé congolais, l'AFEC. À ce moment-là, il y avait un sommet des chefs d'État qui était associé aux opérateurs économiques devant 5 présidents du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, du Burundi, du Rwanda et de la RDC. Et le président Museveni a dit, maintenant c'est la renaissance. Il faut que les Européens, les Occidentaux nous laissent, nous les Africains, on va travailler. En 2008, on était en Afrique du Sud, le président Thabo qui dit aussi, le Congo c'est un géant qui dort, il faut lui réveiller. On était en Inde, même sommet des chefs d'État en 2014, on a dit, si on était un Congolais, en Afrique, on va avoir d'ici là 1 milliard de citoyens. Si on produit des produits de $1, on deviendrait milliardaire dans un jour. Le Congo, c'est un géant. Si aujourd'hui nous pouvons produire, au long de cette route de Shabunda, il y a le minerai, il y a du bois, il y a le café. C'est une zone minière, Shabunda. Ça. Le long de cette route, en quittant Shabunda même, vous remontez à Bukavu, vous passez par Calais, vous êtes à Bunagana, vous allez à Beni, vous êtes au Nord Kivu. Le long de cette route, il y a tout. Les cafés arabica, les meilleurs du monde. Les cafés robusta, des mondes de Shabunda, les meilleurs au monde. Nous avons du bois, nous avons les coltas, nous avons la cassérite, nous avons l'or, nous avons l'olframite. Nous avons même une partie aujourd'hui à Fizi de cuivre. En dehors de ça, nous avons tous les produits cuivriers, haricots, maïs, tout ça. Je vous dis en passant, nous produisons à Calais un régime de bananes et à Uvira de 1 mètre qui pèse 50 kilos, 500 pièces sur ce régime de bananes. Vous savez, la banane, ça coûte combien ici? Je l'achète ici à Kitambo, Mokokoriko, avant d'aller sur la Mokoriko. 1000 francs la pièce. Tandis qu'à Bukavu, à Uvira, nous vendons le régime de 500 pièces, 5000 francs. Moi-même, j'en ai dans ma plantation. Si nous avons cette route, nous amènerons les mêmes bananes ici, nous les vendrons 10 000 francs. Ça fait 0,0010 francs la pièce. Donc, on aura un pouvoir d'achat élevé ici. On aura le panier de la ménagère ici. Et Kinshasa. Vous savez, mon cher ami, mes parents me disaient, il n'y a pas longtemps, on arrivait à Kinshasa de Bukavu avec le VW, une voiture VW. Je peux dire même, je peux les considérer comme le Ketch d'aujourd'hui. Le VW était encore même plus petit que le Ketch. On arrivait à Kinshasa dans 3 jours, 1 semaine. Imaginez-vous. Vous ferez un tourisme par route. Vous quittez Bukavu, vous passez le Katanga, vous remontez au Kasai, vous remontez au Bandundu. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que cette voirie n'ait plus pu exister? Les routes existent toujours. D'ailleurs, je me demande chaque fois quand on parle des programmes du gouvernement. Les Belges avaient laissé un programme de route. Il faut seulement continuer à les réhabiliter, à les maintenir, les asphalter. Parce que route en terre, il faut la maintenir. Quand vous voyez dans nos plaidoyers ici, et les rapports parlementaires, on n'en parle que des routes. Et je vous dis, mon cher ami, vous réhabilitez, vous maintenez la route RN2, 3, 4 et 5, et vous avez la RN1 qui quitte Kinshasa jusqu'à Katanga, non? Oui. Si vous quittez ici Bandundu, Congo central, vous êtes au Kasai, vous êtes au Katanga. Au Katanga, vous allez rejoindre, connecter, relier la RN2 qui vient de Kindu à Bukavu. Vous allez relier la RN5
qui quitte Bukavu jusqu'à Fizi, Baraka, Uvira, Tanganyika, et le pays va se développer. Pour vous, la solution, sont les routes, pas plutôt l'aéroport, comme le disent certains experts, comme quoi il serait mieux de construire un aéroport à Beni. Vous savez, moi je suis un administrateur à la RVA. Oui. Les aéroports, d'accord, nous avons le seul pays au monde qui a un bon système de transport multimodal. Nous avons les chemins de fer, vous avez les trains entre le Katanga et le Kasaï. Ici à Kinshasa, vous avez les chemins de fer, les trains. Il y avait même le projet de train de fer Kalemi. Vous êtes à Kalemi, vous pouvez prendre les bateaux. Quel est le système de multimodal? Nous avons les transports lacustres. Les bateaux, Bukavu, vous allez à Kalemi, vous êtes à Mpolungu, vous êtes à Goma, vous allez à Bukavu, vous êtes sur les fleuves lacustres. Nous avons un transport terrestre, les routes, les meilleurs au monde. Nous avons au moins 150 ou plus d'environ 200 000 kilomètres de routes. Si on relie tout ça, nous sommes en train de dire au gouvernement, faites-nous les routes de dessert agricole qui relient les routes secondaires. Les routes secondaires relient les routes d'interconnexion provinciale. Ça relie les routes d'interconnexion régionale. C'est ce que les Museveni disent Pan-Africa, Transafrica. Vous avez la route là qui quitte l'Ouganda. La route là va jusqu'au port de Mombasa. La route continue jusqu'à Goma, ça prend la route au Rwanda, ça passe par le Burundi, si vous voulez, en Tanzanie, au port de Dar es Salaam. Vous reliez l'océan Indien. C'est comme ça. Mais, et la RDC est au centre. Et nous avons, au monde entier, la plus grande espace aérien au monde. Nous sommes les 11e. Vous avez les pays du monde. Je sais pas, combien de pays au monde? Il y a une centaine de pays, non? Mais nous sommes un des grands pays au monde. Donc, les aéroports, pour nous, c'est important. Les ports, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs en passant, j'ai écrit dans mon rapport, il faut construire le port de Banana. Nous avons la chance exceptionnelle d'avoir l'accès sur la mer. Les pays n'en ont pas. L'Ouganda n'en a pas. C'est pourquoi ils se focalisent vers la RDC. Quand ils quittent le Kenya avec ses marchandises, il faut aller les évacuer au Congo. Vous voyez le Rwanda, vous voyez le Burundi. Tous disent le Congo. Nous avons des grands ports. Nous avons les ports à nos profondes au Banana. Il faut construire ces ports-là en priorité des priorités. Il faut construire le port de Kalundu, deuxième port national, qui relie la Zambie, qui relie la Tanzanie. Donc, nous avons un bon pays au monde. Si c'est moyen de transport que je dis multimodal est bien fait, bien réhabilité, maintenu, les routes en terre, il faut la maintenance. Le pays va décoller et la richesse, vous allez voir. Et les gens vont construire au long de cette route. Bukavu n'allez plus se concentrer dans la ville de Bukavu. Vous allez construire à Katana, vous irez à Minova, vous allez rejoindre le Nord Kivu. Les gens de Goma vont aller où? Vers Walikale pour joindre Kisangani, le Maniema. Vous allez à Beni pour joindre l'Ouganda. C'est comme ça que les pays se développent. Et c'est comme ça que on n'aura pas moins, on aura prévenir et prévoir tous ces accidents d'incendie, des érosions, des éboulements, même les volcans aussi. Parce que les gens sont concentrés dans un endroit. Il ne faut pas se concentrer dans un endroit. C'est ce qu'on voit même à Kinshasa. Kinshasa qui est grand, on aurait dit construire, faire maintenant la deuxième ville. Parce que si on ne peut pas faire une ville continue, quitter ici, jusqu'à Congoville, non. Il faut à un moment, comme on a fait à Londres, il y a une ceinture verte qu'on dit, il faut couper. Vous quittez ici, vous allez jusqu'à Njili, vous coupez un peu, on plante des arbres, après vous faites la deuxième ville. Alors, nous poursuivons cette émission avant de prendre le deuxième volet de l'émission. Le chef de l'État est en train de faire sa tournée à travers la partie est du pays. Vous êtes du Sud Kivu, très proche de la population. Quelle signification ça a aux yeux de la population? C'est une bonne signification, ça donne un bon signal, c'est un signal fort. Vous avez vu partout au monde, une personne qui meurt, le président descend là. Tu as vu, en Europe, il y a eu un accident, et le président a très bien fait ça, il faut l'encourager, il faut lui féliciter. Et tu as vu sur le terrain, il est en train de trouver des solutions. J'ai vu quand il parlait avec l'enfant là, qui était blessé. Oui, il est parmi je dirais, il est comme Biden, le président américain. J'ai vu un jour, il est allé s'ingénuer devant l'enfant, le fils du noir qu'on avait tué. Oui. Et j'ai vu le président Tshisekedi qui a dit, il demande pardon à cet enfant-là. Il faut demander ses pardon. Il avait une autre idée, mais il a écouté. Il faut être proche de la population. Et là, je lui félicite, j'ai dit, il montre que le peuple d'abord, c'est comme il a dit lui-même, le peuple d'abord, il est tout près du peuple. Ça, c'est bon.
C'est un signal fort. Et en tout cas, je crois que ça encourage, ça donne de la morale, ça aide, et on trouve des solutions sur place. Vous savez, moi je suis du secteur privé, je suis un entrepreneur. J'en ai beaucoup de propositions qu'on peut donner au gouvernement. Vous savez, même à un moment, j'avais dit, il faut prendre un ministre de l'agriculture. À un moment, on l'amène à l'Est. On dit, vous mettez votre bureau pendant une année. Pas de problème. On prend le ministre des Transports, on l'amène une fois au Congo central. On amène, par exemple, le ministre de la Défense. On l'installe un peu à Ituri, là, pendant un certain temps. Pendant une année, vous travaillez là-bas, vous regardez les problèmes, vous réglez les problèmes, et puis vous reviendrez ici à la capitale. Pas dans les bureaux climatisés. Vous savez, j'ai dit, par exemple, les crédits agricoles, on ne les donne pas dans les bureaux climatisés. Il faut se rendre sur le terrain. Voir réellement, vous avez combien d'hectares? Vous avez combien d'espace? Qu'est-ce qu'il vous faut? Les jeunes, comment vous accompagner? C'est comme ça. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Je rappelle que vous êtes député national élu du territoire de Walungu dans la province du Sud Kivu. C'est déjà les vacances parlementaires. Vous vous y rendez dans quelques jours. Alors, quels sont les vrais besoins identifiés de la population de votre circonscription électorale? Les besoins de la population, on est en train de dire, j'ai écrit à plusieurs ministres pour trouver quelques solutions. Par exemple, les jeunes entrepreneurs. Il faut accompagner les jeunes entrepreneurs. L'entrepreneuriat des jeunes. Et je crois que le ministre de PME et l'entrepreneuriat est en train de s'atteler à ça. Il faut encourager tous ces jeunes qui veulent entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? Il faut vraiment trouver des formules. Soit vous voulez chercher des subventions, vous vous donnez des crédits à moyen terme, 5 à 10 ans, prendre des mesures d'encouragement, exonérer les activités des jeunes pendant 3 à 5 ans. Si un jeune a son entreprise dans les milieux ruraux, par exemple là-bas à Beni, à Walikale, à Chabunda, à Nituri, à Moniditu, à Dibengele. Ça doit passer par la sensibilisation parce que nous n'avons pas cette culture des crédits. Mais il faut que le gouvernement crée ça. Il trouve des moyens. Comment voulez-vous demander à un jeune qui termine les études, quand il commence, il va trouver l'argent? Je vais vous dire, au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un système. Toute l'exportation de cacao. Ces exportations, on va prélever 1 ou 2 dollars, ou 10 dollars par tonne. On met cet argent à côté. Et chaque année, on compte, on voit cet argent, c'est combien? On donne à 100 jeunes, on crée l'entreprise des jeunes. On vient chez toi, vous avez l'espace, on laboure pour toi, on sème pour toi, on entretient pour toi. Pendant 3 ans, 4 ans, on récolte. Des récoltes, on vous donne et vous députez votre entreprise. C'est comme on a fait le Kanyamama KCC. Tous ces jeunes koulounes qu'on ramasse ici, qu'on amène à Kanyamama KCC, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? On dit à ces jeunes, regroupez-vous 50 personnes ensemble. On vous donne 10 hectares là-bas. On sème pour vous. Et c'est votre entreprise. À la fin, le gouvernement, l'armée achète leur production. C'est comme ça qu'on fait. Il faut investir. Vous n'allez pas demander à un jeune. Et vous créez un système, un code spécialement pour les jeunes. Vous dites, tout jeune qui entreprend, il a au moins 5 ans d'exonération. Et tous les taxes. Et après, l'État aura des recettes. Parce que ces gens-là vont travailler. Les jeunes, vraiment, je plaide pour eux. Je plaide aussi pour les personnes vivant avec handicap. Nous avons des femmes aussi qui vont des jeunes et des femmes qui produisent. Mais il faut encadrer ces gens. Il faut les accompagner. Et la ministre est d'accord, elle a dit. J'ai dit au ministre, nous avons un système chez nous. Les gens se regroupent ensemble, un système qu'on dit Mousso, mutuelle de solidarité. Ils ont aussi des AVEC, associations de villageois, d'épargne et de crédit. J'ai dit 30 personnes, des femmes qui se mettent ensemble, 30 personnes. Si vous donnez 3 000 $ à raison de 100 $, ces femmes-là vont aller au champ, vont aller produire. Ils vont faire les crédits rotatifs. Ils ont même un système de garantie participative. Chacun met quelque chose. Et aidez-les. Avec 30 000, madame, vous allez au Kivu, vous allez voir. Et vous allez dupliquer ces projets partout en RDC. Madame, c'est possible. Je dis c'est possible. Donc, il faut plaider pour ces gens-là. Est-ce que vous arrivez à le faire naturellement quand vous êtes au Parlement? Justement. On le dit dans nos rapports. Tu vois ici, il y a au moins une vingtaine de pages, un rapport parlementaire. On met tous ces points. Voilà la piste de solution. Voilà. J'ai mis un petit projet ici. 10 projets de base. À impact visible et rapide.
Si le gouvernement peut disponibiliser 2 milliards 500 $, on peut dans chaque territoire, nous avons 145 territoires en RDC, construire un centre de santé, une école, un terrain de football, pas un terrain comme le stade de martyrs de 20 millions, 50 millions. Non, si vous avez 200 000, vous avez intérêt, la clôture, les heures de jeu et les jeunes. Vous construisez un centre polyvalent où il y a quelques machines, rabots, ateliers, et tous les jeunes vont aller là-bas. Une sorte d'incubateur, ils vont se former là-dedans. Vous avez 100 000 de crédits rotatifs pour les jeunes entrepreneurs et les femmes. Un crédit rotatif. C'est 10 petits projets. Vous avez un centre de santé, une école c'est 80 000. Un centre de santé avec 100 000, 200 000, vous avez un centre de santé bien équipé. Vous avez intérêt de foutre 200 000. 2 milliards 500. Et on peut les faire dans 5 ans. 500 000 par an. Tous les 145 territoires peuvent en bénéficier. Et on va décoller aux mêmes vitesses. Le pays va se développer aux mêmes vitesses. Sans dire on donne seulement au Nord Kivu, on donne à l'Équateur, on donne seulement au Qatar. Non, on dit tous les 145 territoires. Dans chaque territoire, 10 petits projets. Et les 10 petits projets, c'est pas beaucoup d'argent. Et c'est la volonté politique et du courage. Et vous allez voir comment vous pensez que ça manque? Ça manque. Nous avons des jeunes à Bukavu qui produisent l'électricité. Des petits microcentrales. Ils peuvent vous produire avec 2 000 $, 3 000 $, 1 kWh. Donc, si vous avez 200 000, vous avez au moins 5 kWh. Et là, vous pouvez alimenter tout un village. Et j'ai mis tout ça dedans. Vous pouvez ouvrir 1 kilomètre de route avec 5 000. Qu'est-ce que vous ferez? Vous dites aux gens, venez avec votre participation locale. Il y a des systèmes chez nous, des travaux communautaires, comité local de développement. Les gens se mettent ensemble, vous donnez seulement les bêches, les roues et les pioches. Et vous donnez quelque chose, ils fassent une route, ils vous ouvrent. Donc c'est possible. Mais les gens se posent trop de questions. Pourquoi vous vous accordez beaucoup plus d'intérêt aux milieux ruraux et très reculés, contrairement à plusieurs de vos collègues députés? Vous ne pouvez pas développer un pays. Est-ce que dans la capitale, il faut commencer à la base, à la production? Il faut produire. Vous savez, en Égypte, j'étais en Israël, on n'a pas de chats ou de... Mais comment ils produisent ces gens-là? C'est terrible. En Égypte, il existe un ministère d'irrigation. Nous avons chez nous des marais, les bas-fonds, des plaines, Ruzizi, la plaine de la Ruzizi, plus de 10 000 hectares. Mais ils demandent quoi? L'irrigation. Et ça, c'est le rôle de l'État. Les privés ne peuvent pas le faire. Les paysans ne peuvent pas le faire. Il faut des agronomes, des ingénieurs agronomes. Il faut des moniteurs agronomes agricoles pour accompagner cette population. Les gens veulent travailler. Les gens veulent se mettre au travail. Mais il faut l'accompagnement. Et c'est le rôle de l'État. Et il faut commencer par la base. Il faut travailler la terre. Le Dieu nous a donné cette terre pour travailler la terre, produire. Et il faut accompagner et soutenir les secteurs productifs. L'agriculture, priorité des priorités. Comme si nous aurons la paix demain, après-demain, que Dieu bénisse la RDC. Et que ce que le chef de l'État est en train de faire soit accompagné comme les députés accompagnent l'État de siège. Il faut qu'il fasse tout. Et que ses homologues, ses voisins, comme l'Ouganda, qu'on a inauguré avec lui la route, qu'ils fassent aussi des efforts ensemble pour que tous ces bandits qui viennent de l'Ouganda ailleurs soient coincés de ne pas perturber le développement de la RDC. Si nous avons la paix, il y a un peu de moyens, on se lance dans l'agriculture, on va devenir la locomotive, comme a dit le président sud-africain Thabo-Mbeki, le Joya qui dort, le Congo va se réveiller. Et comme a dit Museveni, qu'on ne sait rien faire dans l'Afrique centrale tant que le Congo n'est pas debout. Pour moi, je suis sûr aussi que le Congo, pour nous, c'est un paradis. Personne qui envierait d'aller en Europe. C'est une personne qui, tout le monde aura du travail et vous allez voir l'impact de cette route. Si on commence la route là-bas, 300 km, il y a combien de millions de gens qui seront engagés? S'ils ont du travail, vous n'allez pas venir la nuit au travail fatigué prendre encore l'arme. Mais l'aspect sécuritaire vous intéresse? C'est la priorité des priorités. Oui, oui. Vous ne pouvez rien faire sans sécurité. D'ailleurs, chez nous, je peux vous dire, il y a la semaine passée, une femme est allée au chat, elle rentre, elle arrive à Mogogo Lati, elle était enceinte. Vous ne pouvez pas produire. C'est pourquoi il y a un problème. Il faut la sécurité, priorité de priorité. Ça nous permet d'aller au champ, d'aller cultiver et produire. Nous allons parler un peu, en tout cas en train de chuter déjà dans cette émission. Parlons un peu de votre fondation. Quels sont ses objectifs? Vous êtes dans quoi exactement? Beaucoup, on est surtout
dans l'agriculture, on accompagne les jeunes et les femmes. On est dans les sociales, on est la dans terre. La terre. C'est votre domaine. Moi, j'aime travailler la terre, j'aime la terre, je sais. Vous savez, d'ailleurs, je suis en train de vouloir partir vite chez nous pour dire, quand j'étais là, chez moi, au village, les femmes me disaient, oui, venez ici vite, parce que dans la terre, ici, il n'y a pas de corona. Les coronas, c'est dans les avions là-bas. Parce que dans les champs, vous êtes à 10 mètres, à 3 mètres, moi ici à 3 mètres. On termine, on lave les mêmes avec les cendres. Et les femmes me disaient, dans la terre, il n'y a pas de corona. Et j'ai eu l'expérience. On a pris les jeunes étudiants qui étaient confinés à l'ISDR, ici, période de développement à Bukavu. Et quels jeunes encore? Les gens qui venaient de loin là-bas, d'Ituri, d'Imaniema, du Kasaï. Nous sommes partis avec eux dans les villages, à Walungu et à Uvira. On s'est coincé là-bas, on cultivait, on produisait. Voilà maintenant les résultats de nos productions pendant une année. Parce que vous plantez un rejet de bananes, vous récoltez dans 18 mois. Donc, il faut compter 18, un an et demi. Et voilà les résultats, on est en train de produire maintenant. Je sais. Donc, ma fondation accompagne les jeunes entrepreneurs, accompagne les femmes. On est dans les sociales, dans la santé, on va dans les hôpitaux, dans les sociales, même dans l'enseignement, dans la jeunesse, on est en train de faire des terrains de football à Kachanja. Un terrain, nous avons commencé. D'ailleurs, je vais rencontrer le ministre du sport, qui est aussi un ancien député, pour lui dire, aidez-nous, appuyez-nous. Nous pouvons construire un bon terrain. Nous avons déjà terminé les heures de jeu. Nous sommes en train de vouloir comment commencer la clôture. Et petit à petit, on peut transformer ce terrain à un terrain omnisport. Au lieu même que ça coûte 20 millions, 15 millions, nous pouvons faire des terrains à moins de 1 million qui a les normes et les standards. Alors, est-ce que vous participez en quelque sorte à la création de l'emploi pour les jeunes? Justement, parce que nous avons des jeunes qui produisent aujourd'hui des cafés et des savons à base de café à Calais. Ce sont des jeunes et des filles, des jeunes filles et des garçons. J'ai dit, je vous donne un lopin de terre ici. On donne les tracteurs pour vous permettre de labourer. Et aujourd'hui, ils sont en train de produire des cafés torréfiés. Vous pouvez consommer du café du bord du lac à Calais, à Luanjovu, à 80 km de la ville de Bukavu, 40 km de la, environ 40 km de la ville de Goma. Nous produisons des cafés et le transformons maintenant, aujourd'hui, torréfiés. Vous les consommez directement. Et on produit à base de ça des savons. Vous avez vu TV5 a envoyé ces journalistes, ils sont arrivés, ils ont pris les images, ils étaient édifiés. Mais il faut l'accompagnement de ces jeunes-là. Non seulement l'accompagnement des jeunes par vos efforts, mais... Pas nos efforts, c'est maintenant les gouvernements doivent Voilà. chercher des crédits, Voilà. doivent les accompagner, doivent donner des subventions. Merci beaucoup, honorable Olive Moudekireza. Je rappelle que vous êtes député national et président de la fondation qui évolue dans les œuvres caritatives, sinon dans l'agriculture, également avec des milieux et des jeunes qui vous employez et qui vous donnez non seulement du travail, mais de l'avenir. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission, mais est-ce que vous avez un mot de la fin, sinon un message particulier à lancer à l'endroit des tous ceux qui sont dans la partie Est et particulièrement vos électeurs des Walloons? Je crois que, moi je Vous allez suis, d'ailleurs rejoindre dans quelques jours. moi je suis un député national. Vous savez, dans mon rapport des vacances parlementaires, j'ai expliqué, j'ai fait la visite de mon territoire Walungu. À part ça, j'ai fait aussi plus de 5 territoires sur les 8 qui disposent le site Kivu et la ville de Bukavu. Et en dehors de ça, j'ai fait plus de 5 provinces. Je fais l'Ituri, vous allez visiter. Je fais le Chopo Kisangani. Je fais le Nord Kivu. Je fais le Maniam une partie. Je fais Tanganyika Kalemi. J'ai toute la situation. Et comme un entrepreneur, le moral à dire et le courage, l'encouragement, c'est dire aux gens de l'Est, nous souffrons. Tantôt c'est la guerre. Tantôt c'est les incendies. Tantôt c'est les éboulements. Tantôt c'est le volcan. Et vous savez, même sur la route, Kalemi, Uvira, Bukavu, il y a les montées des eaux du lac Tanganyika. C'est en train d'emporter toutes les maisons et les véhicules. Les gens souffrent, nous souffrons. Mais nous disons, c'est le dernier, c'est Dieu qui a le dernier mot. Tant que Dieu n'a pas encore décidé, le dernier mot, nous sommes là. Et nous disons au gouvernement de continuer à déployer les efforts vers l'Est pour donner l'espoir à cette grande partie de la population, travailleurs qui travaillent et qui fait des travail d'exploit. Vraiment, les gens de l'Est aiment le travail. Il faut seulement les accompagner, les donner la paix, la sécurité et les accompagner. Et avec ça,
On ne sait pas parler le Congo sans l'Est, le Nord, le Sud, le Grand Kivu, l'Ituri, etc., le Nord Katanga. Donc, merci. Nous disons à nos électeurs, nous disons à la population congolaise en général, les députés se battent pour le bonheur de la population. Les députés sont devenus comme des agents sociaux de développement. C'est pourquoi j'ai dit au gouvernement doit nous accompagner. On le fait. Et c'est pourquoi même, pour terminer, les pays de l'Est, à chaque fait de la mandature, on donne à chaque député un fonds de développement. On dit, vous allez faire le modèle chez vous, un développement. Parce que la population est à côté. Là où nous sommes, nous donnons des semences à la population. Nous donnons des espaces à la population. Ils cultivent dans nos plantations gratuitement. Nous mettons à leur disposition. Nous les accompagnons. On veut réhabiliter un petit pot, nous contribuons. Tu as vu plusieurs petits pots, même dans la ville de Bukavu, nous contribuons. Oui. Moi, je dis que ma fondation, avec mes émoluments, une partie de mes émoluments, moi, je vais continuer à faire les plaidoyers avec ce bras droit. Le bras gauche, je fais des participations, contributions. Vous avez un projet dans un village de $1000, moi, je mets aussi mes $10 là-dedans. Je mets mes $100 dedans. Je contribue, je vous accompagne. Merci beaucoup, honorable Olive Moudekireza. Les gens pensaient que j'étais une femme quand on entendait parler d'Olive. Le nom d'Olive, il est venu comment? J'avais ouvert le premier magasin alimentation à Bukavu. C'était une sorte de supermarché. Oui. Et on cherchait les noms. Mais comme je vendais les olives, les gens ont dit quel nom on va donner. Et mon fils s'appelle Olivier. Oui. On a dit quel est le nom on va donner à l'alimentation. Alors on a dit donnez le nom des olives. Et tout le monde continue à parler quand on me voit à olive. Moi je m'appelle Moudekireza dans la maison. Maintenant je suis devenu les olives. Et vous savez, par malheur on fait de la confusion. Oui. Il y a l'épouse de l'ancien chef de l'État que je ne connaissais pas. Je l'ai vu une seule fois dans mon village. J'ai dit ah c'est vous. Elle a dit c'est vous olive. J'ai dit maintenant les olives sont de bons fruits. Oui, c'est un honneur pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci en tout cas pour ces riches enseignements que vous nous avez donnés pour le développement de ce grand pays, le Congo. Et nous osons croire que tout ce que vous avez dit va parvenir aux autorités pour que finalement une solution soit trouvée à ce qui concerne notamment les difficultés qu'éprouve la population, particulièrement de l'Est. Merci à vous, chers téléspectateurs. Cette émission touche complètement à sa fin. À suite au prochain numéro. Yes.